Bon, les gars, vous voilà pris au piège. Vous croyez que c'est la magie de Noël, vous croyez que tout est beau, que tout est bien, que le petit Jésus va venir vous sauver, etc. etc. Et non, vous avez été enfermé dans un repas de famille beaucoup trop long. Et là, vous avez regardé votre téléphone pour la millième fois de la journée dans l'espoir de voir quelque chose vous tirer de votre morne routine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu qu'un épisode de Bon à tirer est sorti. Et oui, c'est la magie de Noël. Vous êtes pris au piège, mais pas vraiment. Vous allez pouvoir vous évader avec nous. Parce qu'aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qu'on a spécifiquement gardé pour un moment où vous ne pouvez pas vous échapper. Vous ne pouvez pas aller faire autre chose. Vous êtes obligé de nous écouter parler attentivement parce que vous avez le choix entre ça et votre belle-mère qui raconte ses histoires de confiture et vous en avez absolument rien à foutre. Donc, on va parler de poésie. Comment ça va, Mousse? Eh ben, ça va très bien, le hussard. C'est vrai que ce sujet, ça fait un certain temps, je sais qu'on aime tous les 2 un peu la poésie, mais ça fait un certain temps qu'on se dit: Il faut qu'on en parle, il faut qu'on en fasse quelque chose» et en même temps, on sait tous les 2 que c'est le sujet le plus bidesque que YouTube puisse connaître, que Spotify puisse connaître. Heu, C'est terrible, c'est vraiment terrible. Genre, dès que je fais une vidéo sur la poésie, mais même avec le GOAT Chrétien de Troyes, oui, Chrétien de Troyes, mais je pensais Dante, le GOAT Dante, la Divine Comédie, même là, ça ne fait pas les chiffres que ça devrait faire. Ça devrait faire 500 000, tu vois, sur une vidéo comme ça, et on fait même pas 20 000, c'est terrible. et alors, du coup, peut-être pour rattraper les quelques auditeurs qui seraient déjà en train de cliquer sur le bouton, quitter, l'application, en fait, on va essayer peut-être de parler de poésie de manière pas chiante. C'est-à-dire pas comme, Oui, tous les profs, de collège, hein, les Josiane de oui, collège. il y a un triple enjambement iambique à la quatrième strophe. Non, ta gueule, ta gueule, ta gueule, Voilà, voilà, c'est ça. stop. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai une vision extrêmement, virile et tchad de la poésie. Je sais que ça n'a rien à voir avec ce que la plupart des profs enseignent. C'est-à-dire que, en fait, Ouais. la poésie, pour moi, c'est un peu le terrain à la fois où la créativité masculine est sans limite et en même temps, là où les mecs se lancent des défis avec des parcours sportifs de l'espace, avec des triples contraintes dans tous les sens et ils arrivent quand même à faire un truc super créatif, super beau et en fait, je crois que c'est vraiment l'art, masculin par excellence. En tout cas, la poésie française, je le précise parce que la poésie, anglaise, est, il me semble, un petit peu plus souple et peut-être un peu plus perméable, à une forme de génie féminin. Mais la poésie française est vraiment Ah, le terrain donc, donc, de la masculinité par essence. Donc là, t'es en train de me dire, à rebours de tout ce que les darons un peu bourrus affirment depuis à peu près 2 millénaires, c'est-à-dire que la poésie est un truc de tafiole, qu'en fait, non, la poésie est un truc de lourd tchad complètement viril. C'est donc la thèse, monsieur Mayorum, que vous comptez défendre dans ce podcast. Nous sommes bien C'est d'accord. exactement ce que j'ai envie de défendre, parce que Donc je ne te demande même pas si tu es hypé, puisque par ah bah définition, oui. tu es hypé par ta thèse. Ouais, non, Voilà. mais dès que Donc, c'est lourd, dès que si tu veux, les mecs se mettent des parcours d'obstacles pas possibles et on expliquera peut-être ce que ces parcours d'obstacles peuvent être, mais en fait, ouais, bien sûr. toutes les formes de contraintes dans le monde de la poésie renforcent quelque part, la difficulté technique et réussir à être créatif et beau dans une difficulté technique absolue, ça c'est vraiment c'est vraiment, tu sais, le gars qui non seulement a envie d'escalader une voie classée 7B, mais en même temps, il a envie de le faire avec une main, tu vois. Là, on Ok. touche le sommet du sublime en termes Eh ben écoute, d'esthétique. tu nous as vendu du rêve. Alors, juste avant de commencer, je signalerai aux gens qui avaient commandé des livres La Giberne et Carmin pour Noël et qui ne les auraient pas reçus parce que les gens n'ont pas bon goût. En fait, voilà, qu'ils n'ont pas acheté ça sur la liste de cadeaux. Il y avait 30 trucs et ils n'ont pas pris les livres formidables de chez Carmin ou La Giberne. Qu'ils peuvent rattraper leur retard, voilà, en passant. Nous, on fait pas on fait pas de pause, hein, donc vous pouvez toujours commander. Vous recevez ça. C'est aussi ça la magie de Noël. Voilà, c'est d'aller faire le service après vente de vos cadeaux, prendre ce que vous n'avez pas reçu, et vous pouvez en même temps allumer un petit cierge pour Thomas Sowell, qui sortira un jour. Alors, ça se précise un peu plus, je crois. Ouais, ça se précise. J'ai une excellente nouvelle, c'est que donc la couverture a été validée, le titre est validé. Alors peut-être. Et donc, normalement, les planètes sont définitivement alignées, même que l'intermédiaire français que nous avons des ayants droit américains nous a dit qu'ils attendaient la copie physique du livre sur leur bureau, ce qui veut dire qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'on fasse cette copie physique. Et rendez-vous compte, ça fait quand même 3 mois qu'on négocie, donc moi je suis très content. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce qu'en fait, les gens qui écoutent le podcast
n'ont pas tous les échanges en off qu'on a pu avoir toi et moi sur les difficultés d'argustie avec Juridique, les technique. anglo-saxons. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Vraiment, les gens se rendent pas compte à quel point notre monde est malade de légalisme et de lois et de règles et de contrats et de délais et d'incompétences administratives diverses et variées. Il faut absolument finir avec la bureaucratie pour rendre à ce monde un peu de poésie, justement. Et comme ça, on reboucle sur le sujet du Oh, jour. T'as vu comme c'est bien fait? mais quelle élégance, mais quelle élégance. Et ben, je te propose qu'on lance tout de suite le générique, sauf si tu as une annonce à nous faire du côté de la Giberne. Écoute, à part que je suis très, très heureux de la façon dont les gens ont accueilli les 2 tomes de l'Hydre. Ouais. Vraiment, il y a eu un accueil vraiment excellent. D'ailleurs, autour de Noël, ça s'est vraiment très, très bien passé. Je suis vraiment content. Il y en a on a eu beaucoup de gens qui voulaient mettre des livres de la Giberne sous le sapin. Moi, ça me fait très, très plaisir et j'ai aussi, à l'heure où on enregistre ce podcast, j'ai déjà quelques retours de gens qui ont commandé des bouquins et qui les ont lus. J'ai même des gens qui ont commandé pour d'autres personnes, qui se sont dit: «Ah, je vais voir un peu à quoi ça ressemble, je connais pas». Ils ont lu et ils sont revenus sur le site et ils ont repris des bouquins pour eux en disant: «C'est tellement bien que finalement je m'en prends». Donc voilà, je suis très touché, ça me fait vraiment plaisir. C'est aussi ça l'aventure éditoriale, c'est de convaincre de nouvelles personnes de venir examiner les livres et le travail qu'on propose. Donc voilà, ça fait très très plaisir. Un grand merci à tout le monde. C'est vous qui faites vivre le projet et aussi en le faisant découvrir autour de vous, c'est formidable. Donc voilà, infiniment merci. Et sur ce, bah, ça y est, je suis prêt, générique. Générique. Regagnez le carré! Feu! Bon, alors, donc on a dit qu'on allait parler de poésie et qu'on allait en parler de manière justement pas ennuyeuse parce que je pense que comme vous, j'ai eu moi aussi des professeurs très scolaires pour certains qui m'ont fait d'interminables dissertations sur la poésie, mais toujours en la prenant dans une manière tellement réductrice et tellement en fait ennuyeuse, c'est-à-dire soit en se focalisant uniquement sur c'est l'histoire de quoi cette poésie? La question la plus inintéressante du monde, je crois. Parce qu'en général, les poésies ne sont pas spécialement juste là pour raconter des histoires, il y a des choses plus intéressantes. Ça dépend lesquels. Enfin, ça peut Ça dépend dépendre, oui. lesquels. Mais ouais, ça dépend parce que si tu remontes aux origines, c'est-à-dire au Moyen-Âge et à l'Antiquité, là, tu vas avoir des histoires. Tout à Voilà. fait, tout à fait. Mais donc, soit j'avais droit à ce genre de questions, soit j'avais droit à des analyses techniques interminables qui passaient Ah, moi, j'ai plutôt eu à ça. Moi, j'ai côté plutôt eu ça. de l'essentiel, c'est-à-dire qu'en fait, c'était sublime. Voilà. Et donc, euh, en fait, c'est pour ça j'ai été un peu sevré de poésie pendant assez longtemps. Et à titre perso, j'ai un peu redécouvert la poésie quand je passais mes concours scientifiques pour les écoles d'ingénieurs et que, en fait, entre les épreuves, donc en gros, il faut imaginer des espèces d'épreuves obèses de 4 heures de maths, Ouais, c'est un marathon. C'est un marathon hyper parce que ça vénère dure, et c'est ça interminable. dure Ouais. en fait, tu t'enchaînes 4 semaines, 5 semaines d'épreuves écrites uniquement. Ouais, Et c'est très, très dur. donc, ben, en fait, si tu ne veux pas devenir complètement fou, il faut que tu te fasses des pauses pour pas penser uniquement à des maths dans ta vie. Et donc, j'ai fait des pauses et j'ai fait 2 types de pauses. J'ai fait des pauses en lisant le Nouveau Testament qui m'avait été donné par un brave Gédéon qui est passé par là et qui m'a filé le Ah petit oui, mais c'est l'édition bizarre là, ouais, avec, les où il y a trucs des passages bleus là. chelous. Bon, écoute, Ouais, ouais, franchement, ouais. La traduction, elle est pas accurate, hein. Il y a des trucs bizarres, il manque des passages, il fait pas exactement le même truc, tu vois? non, mais honnêtement, en fait, j'ai trouvé ça super frais quand tu sors d'une épreuve de 4 heures ou que tu es au milieu d'un parterre d'étudiants qui angoissent en se redemandant s'ils savent bien calculer Mmh. la dérivée seconde de tel truc en physique. Là, Le cauchemar. t'as des trucs un peu frais, tu vois. T'as Jésus qui parle, il parle de grains de moutarde, ça déplace des montagnes et tout. C'est frais, tu vois. Et j'avais un chat poète un peu méconnu pour son tchadisme justement, Lamartine, dont on a déjà brièvement parlé par le passé. Ah ouais, donc tu es revenu à la poésie par Lamartine. Ouais, Alors c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Tu m'en avais pas parlé avant non, et alors vraiment eh, je suis très étonné. Alors là, ça devient de plus en plus intéressant ce podcast. Décidément, vous avez bien fait, de délaisser les confitures de votre belle-mère pour venir écouter ça, parce que ça devient très intéressant. Mos Mayorum va nous expliquer que Lamartine est en fait un gros Tchad. J'écoute. ah non mais en fait, alors si tu veux, Lamartine, moi je lui concède un truc, c'est qu'au premier abord, Lamartine, ça a l'air d'être le gars qui se fait ses petits alexandrins de manière très propre. Tu vois, tout est bien carré, etc.
Ouais. Et Bah, c'est un poète du 19e avec un peu dans cette frange très carrée qu'ils avaient, grosse formation académique, voilà. exactement, ça tire un petit peu sur le Parnasse. Alors pour ceux qui en ont peut-être jamais entendu parler, c'était un peu ce courant qui était vraiment la poésie uniquement dans la recherche de l'esthétique pure. Donc vraiment la forme, c'était le plus important, tout le reste on s'en foutait. En gros, tu pouvais écrire un truc sur une marguerite, du moment qu'à la fin c'était magnifique, tout le reste c'était pas important. Du coup, ça avait Ouais. tendance à faire des poèmes un peu vides. Je sais pas si tu en as certains des auteurs du Parnasse, En mais fait genre Le Comte de Lille, moi je me rappelle avoir fait ouais. quelques trucs, c'était En bon. fait, c'est très intéressant parce que, tu vois, en fait, en poésie, tu as toujours, en fait, une alternance, dans l'histoire entre des moments où c'est, l'histoire qui prime sur les règles stylistiques et puis de d'autres moments où c'est vraiment la forme pour la forme. La poésie, c'est vraiment le genre qui se retrouve avec, des notamment avec des poètes de cour, mais aussi avec, typiquement tu l'as dit avec le Parnasse ou avec, en fait, ça devient, ouais, les règles auxquelles obéissent le texte, qui deviennent plus importantes que le contenu du texte en lui-même. Et c'est un peu c'est assez déjà rien que ça, c'est assez particulier, ça le différencie du roman, enfin en tout cas, au premier abord. Mais donc en fait, tu as un peu cette première enfin cette tendance-là un peu chez Lamartine au départ. Et puis en fait, quand tu grattes, tu te rends compte que, bah, derrière le côté un peu nature, un peu joli, en fait, tu as quand même des enfin, moi je trouve que Lamartine, c'est un peu un punchline en vrai. Je sais que personne ne le conçoit comme tel, mais c'est pas grave. Si, si, j'ai un autre ami qui le conçoit comme tel, faudrait que je vous le présente d'ailleurs. Ah, bon, bah, voilà. Mais parce que en fait, si tu veux, tu te lis, 4-5, strophes qui ont l'air tout à fait banales et puis là, le mec, il t'assène une punchline de l'espace et tu rien vu venir, en fait. Bon, alors, pour ceux qui ne le connaissent vraiment, vraiment pas, c'est quand même le genre de gars qui a pondu, une phrase aussi courante en français que, «Un seul être vous manque et tout est dépeuplé». Bon, c'est ce Tout genre à de fait. punchline, je me rappelle, dans Le Lac, il y avait, «Le soleil des vivants n'échauffe plus les morts». Enfin, c'est Ouais. grosse punchline quand même, quand on y pense et moi j'ai vraiment beaucoup aimé et en fait, j'ai beaucoup aimé notamment les trucs qui étaient beaucoup plus longs que ce que, la plupart des gens ont étudié. Je me rappelle qu'il avait fait une sorte de long éloge à Byron, qui était Tout à fait, assez tout à fait. incroyable. Je Alors déjà il faut expliquer qui était Byron parce que c'est un poète Ouais, aussi, donc vas-y, on vas-y. est tout à fait dans le thème. Alors, Lord Byron était donc un poète anglais, du début du 19e siècle et qui est mort, alors en fait, c'est la grande figure du romantisme anglais. Donc, il avait une vie, très, très étrange. Alors il était bisexuel, mais plutôt homosexuel. Bon, il a quand même eu une fille, mais il était, largement plus, homo que bi et il était, passionné par tous les par la redécouverte de l'Antiquité, de l'hellénisme et cetera et des grandes causes aussi, de liberté des peuples, d'indépendance et cetera. Donc en fait, il avait, soutenu les indépendantistes grecs qui voulaient, quitter l'Empire ottoman et il est mort, si je ne dis pas de bêtises, je voudrais pas me tromper, hein, mais je crois qu'il est mort pendant le siège de Missolonghi, en Grèce, donc à la fin des années 1820 et en fait, bon, il a laissé une œuvre, très intéressante. Sa fille aussi a fait de la poésie après lui et il a inspiré toute, la jeunesse occidentale, mais pas que dans la poésie, aussi dans la littérature, aussi dans la peinture, aussi dans l'architecture. Enfin, tout le monde se réclamait de Byron. Il y avait une espèce de Byron mania, il a influencé absolument tout le monde. En plus, c'était comme c'était il était à la chambre des pairs en Angleterre, donc il avait quand même une certaine assise et puis, c'était un polyglotte. Enfin, c'était puis paraît-il aussi un homme qui était, charmant. Donc en fait, ça mettait beaucoup de choses, côte à côte. Puis c'était un peu le dandy aussi, le dandy, un peu maladif. Enfin voilà, il y avait un peu tous ces aspects qui se rejoignaient chez lui. Donc Byron, c'est un peu, ouais, la grande figure du début du 19e de ce point de vue-là, en tout cas pour l'influence européenne qu'il a eue, c'est peut-être le plus grand à ce moment-là. Et je me souviens aussi d'un autre, texte qu'il avait, écrit sur la mort de Socrate. Je ne sais pas si, tu te souviens aussi de ce truc-là? Ah, ça me dit rien du tout celui-là. Je t'avoue que ça me dit Bah, rien du tout et ça va peut-être revenir. je crois qu'il avait écrit aussi un poème sur Socrate. D'accord. Je te dis ça, tu vois, c'est des mémoires un peu fugitives de lecture et cetera. Ouais, ça date un peu, ça Ça date un date peu un maintenant. peu, ça m'a quand même donné vachement envie d'aller, redécouvrir, et en fait, bah, il y a tout un tas de alors tu as des poètes qui sont vachement red pill, on pourrait dire aujourd'hui. J'ai ramené, tu vois, pour ce podcast, j'ai ramené, un tome, d'un certain, Pierre de Ronsard, hein, Ouais. gros poète red pill. Attends, pourquoi tu dirais que Ronsard est red pill? Là, va falloir que tu m'expliques parce que moi, j'aurais plutôt dit que Ronsard, c'était l'archétype du mec blue pill, tu vois?
Bah, tu te rappelles quand même de ce poème, où il te parle un petit peu de, «Mignonne, allons voir si la rose», Bah, c'est justement pour ça que j'allais dire qu'il était blue pill. Moi, je le trouve blue pill pour ça. Genre, en gros, le mec, il est en train de parler à une zoulette qui s'en bat les couilles parce qu'en fait, elle se fait sauter par tous les chats du coin Ouais. et il essaie de l'accrocher avec de la poésie en lui disant: «Oui, mais tu devrais t'intéresser à ce que je fais parce qu'un jour, tu seras vieille et moche». En gros, c'est ça et la meuf, elle s'en bat les couilles, elle continue à aller se faire sauter, tu vois? Ah, Donc il a un peu le donc seum, ça je te l'accorde, il y a pas voilà. de problème. Moi Ceci dit, donc je il y a un je paquet dirais pas de qu'il il est y a un red pill. paquet de petits poèmes, sur la nature féminine qui sont pas du tout inintéressants. Enfin, après, tu vois, je veux dire, En à ses en fait, dépens, hein, à c'est-à-dire ses que dépens. c'est Mais c'est-à-dire que ta passion, c'est d'aller voir, si les mecs punchline des femmes, en fait, dans leur, non, 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 dans c'est leur pas ma poésie, passion. en fait. Mais si tu veux, quelque part, c'est un truc que je trouve toujours, intéressant parce qu'on a tellement été, gavés de poésie qui justement était démesurément romantique, en gros post, Les souffrances du jeune Werther, qu'en fait on en a Ouais. oublié que derrière ça, il y avait tout un tas de gars qui utilisaient la poésie comme un super moyen de punchliner, contre des gens ou de vider leur A sac ou après de après plein de si choses, en fait. après c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est pas forcément, en opposition, tu vois? Il y a un gros Tchad poète du 19e dont on n'a pas beaucoup parlé, enfin Tchad, je sais pas justement, on va voir, c'est Musset. Musset, en fait, c'est un punchliner de génie.